les EVA, là, les centres d'EVA. J'étais aux Philippines en 1976 avec les rebelles du Moro, National Liberation Front, à l'époque de Marcos. J'ai vu des EVA de ville à ville, c'est extraordinaire. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai dit, mais dis donc, c'est une richesse ça, c'est de ville à ville. Mais comme il y avait les rebelles, ils ne pouvaient pas exploiter très bien. C'est Firestone qui était là-bas, les Américains. Après, en 92, on est venu ici. Bon, moi, je m'occupais un peu des situations de crise et consorts. Et on est parti au Libéria. On allait voir Charles Taylor, là où il habitait. Les types d'EVA là-bas, mais aussi c'est extraordinaire. C'est à perte de vue. Mais c'était la guerre, personne ne pouvait expliquer. Pour vous montrer, quelles que soient les richesses des pays, un grain de sable peut tout bloquer, c'est-à-dire un coup de fusil. Maintenant, les anacardes. Moi, je suis né à Sokone. On ne connaît quand on est jeune que les pommes d'acajou et les huîtres, les mangroves. On vivait de ça. Il y avait même une usine là-bas que les Allemands avaient plantée là-bas. Mais maintenant, c'est parti. Moi, j'ai vu l'ambassadeur d'Allemagne pour remettre ça. Bon, ça n'a pas marché. Mais je ne savais pas que la Côte d'Ivoire était le premier producteur devant la Guinée-Bissau. Je ne savais pas ça. C'est maintenant que j'apprends. Et à Ziguinchor, à l'époque, chez nous, notre temps, on mangeait, vous jetez la pulpe. Vous mangez, vous jetez la pulpe, et puis on grillait nous-mêmes les noix. Et même pour faire les traits pour les femmes, on grille un peu, il y a une sève qui sort là, un truc liquide. Quand on met, ça fait la trace. Et elle est indélébile, elle reste là-bas. Et nos sœurs là, ils ont fait ça. Mais après, les hôteliers, ils ont tout utilisé. Ils prenaient un peu la noix, c'est la noix qu'ils vendaient. Sac de riz, sac de noix, les Indiens, les Maures mauritaniens, etc., entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, la Casamance. Après, ils ont vu, mais ils pressent le jus. Et puis, bon, on peut boire le jus comme ça. On fermente un peu, ça peut faire tourner la tête, ça c'est pour les Mandjagos. Ou bien on fait bouillir, ça donne le cana. Alors le jus normal coûte 25 francs. Quand on fermente pendant 3 jours, c'est 100 francs. Quand on le fait bouillir, on a le cana, c'est 500 francs. Le commerce a commencé. Et puis ils font le jus et jettent la pulpe. Après, ils ont dit, mais pourquoi on jette ça? Ils prennent ça, ils transforment en confiture. Et les touristes là, français là, et tout ça là, confiture d'anacarde. Et ça marche jusqu'à présent maintenant. C'est comme le jus de baobab, on dit, bon, ça c'est jus de goyave, c'est le fruit. Ça, c'est jus de mangue, c'est le fruit. On ne dit pas jus de manguier. Mais baobab, quand tu dis jus de pain de singe, singe, tout ça là, on dit jus de baobab. Oui, c'est pas l'arbre. Tiens, jus de baobab. Et c'est très, 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 très... Bon, moi, je disais que mon pays était premier producteur, c'est la Guinée-Bissau, parce que mon père est né à Guinée-Bissau, à Bambadinga. Mon père est né là-bas. Et ma mère est née à Georgetown, en Gambie, Djarme Koto. Certains vont se poser la question, comment il a fait pour être sénégalais? Je suis plus sénégalais que vous, hein. Voilà. Bon. Bien, merci. 12 avec Nicolas Tenzer, donc je suis diplômée aussi d'Aspel. Alors, ce que je voulais dire à Aïssatou le Blanc, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé le tableau que vous avez peint. Mais malheureusement, nous sommes au Sénégal, moi je suis née à Kolda. Je suis dans une famille où mon salaire fait vivre mes enfants. Je suis divorcée, ça fait vivre mes frères, mes petits frères, mes petites sœurs, mais ça fait vivre la famille à Kolda. Et je vais entreprendre. Je produis de l'eau de Javel à partir des mains avec des femmes. Et je me rends compte que quand vous avez peint ça, j'ai beaucoup rigolé parce que je me suis dit, quand elle dit on ne peut pas faire sans l'État, je me suis dit non, c'est pas possible, on ne peut rien faire sans l'État. Moi je suis politique, parce que les routes qu'on va pratiquer pour aller faire de la formation à ces femmes à Kolda pour qu'elles puissent vendre leur eau de Javel,
et que ça puisse leur servir, c'est les routes, c'est l'État qui fait ça. Alors la sécurité, c'est l'État. Parce que nous, on ne va pas s'organiser pour sécuriser. Absolument. Donc c'est important l'État dans le dispositif pour les prochaines tables rondes que vous allez faire. Vous ne pouvez rien faire sans l'État. Quand je parle du Sénégal et quand je parle de l'exemple de ce que je fais, donc c'est important que vous puissiez valoriser l'État parce que c'est l'État qui fait une nation. Je suis djoufiste, hein. C'est l'État qui fait une nation. C'est l'État qui fait que nous sommes dans des écoles, que nous avons fait l'école primaire et tout ça. Donc on ne peut pas sortir du développement l'État. On ne peut pas sortir l'entrepreneuriat de l'État. Et qu'il faut qu'on pousse l'État à développer l'entrepreneuriat, comme vous avez dit. Qu'on puisse avoir des chefs d'entreprise jeunes, que dans les régions, qu'à Kolda, que ça puisse être... je ne sais pas, des entreprises qui produisent beaucoup les mangues, qui mettent en valeur les mangues, qui mettent en valeur l'anacardier et tout ça. Donc, merci, c'est ce que je voulais vous apporter. De vive réaction. Aujourd'hui, ce n'est pas aussi vif que je l'aurais voulu, mais bon, c'est raté, on va dire. J'aime taper sur l'État. J'aime taper sur l'État, j'aime taper sur la Banque Centrale Européenne, parce qu'on ne réforme pas, on ne peut pas faire du crowdfunding. J'aime taper, il y a des institutions comme ça. Sur lesquels je tape très très fort pour deux raisons. Ils sont restés à une époque qui n'est plus la nôtre, qui est révolue, ils ne se sont pas révolus. Quand je dis que l'État n'a pas à créer des emplois, l'État en est incapable. Maintenant, est-ce qu'on se dit que, je vais prendre des cas bien concrets, il n'y a pas de route ici, donc je ne peux pas sortir ma production agricole. Ce que je vous dis, c'est ce que je vis sur le terrain. Je ne peux pas sortir ma production agricole. La pluie va arriver. Je vais prendre le cas du riz au nord. Les petits producteurs qui font du riz, quand ça descend en taux d'humidité de moins de 16%, ils perdent leur production parce qu'en usine, on ne peut pas l'usiner. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de route ici? On arrête de faire du riz en attendant que l'État fasse la route. Ok, donc tout le monde attend et tout le monde meurt de faim et il n'y a pas d'emploi. Ou bien, est-ce que nous-mêmes, on retrousse nos manches et on se dit que si on commence à la sortir, cette foutue route, et qu'on arrive à sortir un petit bout, et qu'on arrive à cultiver, à augmenter nos rendements, à former les petits producteurs, à augmenter leur capacité de rendement, de production, petit à petit, ce sont tous les journalistes qui vont faire un reportage sur ce petit village inconnu et très vite l'État va se réveiller pour dire « moi aussi je veux être dedans ». Et il va venir là terminer cette route. Ce que je dis, c'est que les initiatives doivent venir de nous. Dire que l'État n'a pas fait, c'est une chose. Mais maintenant, dire elle n'a pas fait, mais comment je peux contourner le problème pour mettre en place mon entreprise parce qu'il faut que je travaille, que je fasse travailler des gens, ça c'est le propre de l'entrepreneur et il faut qu'on soit plus débrouillard que cela. Quand je vais prendre le secteur comme le lait, ou bien je vais prendre d'autres secteurs qui aujourd'hui ont produit la matière première au Sénégal, on l'importe à l'étranger et on nous ramène un produit fini. Quand vous allez demander aux gens pourquoi vous ne montez pas d'usine pour le transformer, parce que quand on transforme, on garde plus de 85% de la valeur ajoutée du prix, parce que le prix coûtant bord de champ que font les Chinois et les autres quand ils achètent les productions agricoles, quelle que soit la matière première, elle ne fera jamais développer une région quelle qu'elle soit. Ils vont te dire, moi je ne vais pas transformer ce produit parce que si je le transforme au niveau local, le produit qui sera importé, quand il va rentrer ici, il sera dédouané. Il y aura 0 taxe dessus. On va nous le vendre à un prix tellement faible que tout le monde achètera ce produit. Moi, si je transforme, l'électricité, je n'en ai pas. Je vais chauffer mon industrie au gasoil parce que le problème de l'industrialisation au Sénégal et dans les autres pays de l'Afrique, c'est un problème d'énergie. Ça coûte beaucoup trop cher. Donc les gens vont te dire, moi je n'industrialise pas parce que le produit qui va venir du Maroc ou ailleurs, il est déjà subventionné. Ils vont nous le vendre à des pâquerettes. Moi, si je transforme ici, mon prix de revient est beaucoup trop cher. Ok, c'est une chose de dire on n'industrialisera pas. Mais tant qu'on ne sortira pas de ce discours-là, il y aura toujours 0 usine, on continuera d'importer. Je vais m'appuyer sur ce que vient de dire ce monsieur-là. Le pouvoir du ménager, c'est sa bourse, combien il a en poche. Quand il va aller en boutique, il va choisir déjà le produit le moins cher. À 2 produits de prix équivalents, il va voir celui qui est de meilleure qualité. L'industrie, on connaît les contraintes. C'est ce qu'on appelle un taux d'utilisation de machine. Quand on a la matière première au niveau local, qu'on arrive à structurer nos petits producteurs, qu'on arrive à faire une certaine quantité, on arrive à atteindre ce taux d'utilisation de machine. À partir de ce moment-là, on peut être beaucoup moins cher que celui qui a importé d'ici, produit à 6000 km et ramené d'ici.
Petit à petit, si on arrive à faire ce bout de chemin-là, je ne dis pas que ça prend 1 an, 2 ans, 5 ans. Ce que je dis, c'est que si on arrive à le faire au bout de 10 ans, sur n'importe quel produit, et que petit à petit, on est beaucoup moins cher que le produit importé, l'État, et que le ménager achète mon produit, et que le nom et la marque de mon produit sont connus, l'État finira par venir et mettre la fiscalité qu'il faut, mettre les politiques qu'il faut. Je vais prendre le cas de Dolima. Quand je travaille chez IEP pendant 10 années, j'ai investi sur les traits du berger avec Bagoré. Le lait, quand il arrive ici, ou bien quand le sort arrive au Sénégal, il coûte beaucoup moins cher. Quand nous, on le transforme ici au nord, à Richard Toll avec Dolima, on a tous les problèmes. Déjà, les petits producteurs à qui on donnait la canne de paille pour nourrir leurs bêtes et ne pas aller en transhumance, l'État nous demandait une TVA dessus. Quand on faisait tous les calculs de taxes et de TVA sur le lait local, quand on le transformait, il coûtait 10 000 fois plus cher que celui, le lait liquide ou le lait en poudre qui était importé d'Europe. Pourtant, ce lait-là ne produit pas d'emploi au niveau de l'école. Il a fallu plus de 10 ans à Bagoré pour que l'État se dise « Ok, il faut qu'on défiscalise le lait local ». Parce que comme il le disait tout à l'heure, nos politiques publiques sont construites sur un modèle où on prend la matière première ici, on l'amène ailleurs, on le transforme ailleurs, on le ramène ici. Et quand on le ramène, ça coûte 0 francs au niveau taxe. Par contre, quand tu veux le produire ici, il y a tellement de charges, de TVA à payer que finalement tu te dis « Je n'y vais pas ». Dans ce processus-là, je dis, ok, l'État, je ne le sollicite pas aujourd'hui parce qu'entre la multinationale qui amène le produit ici et moi, petite entreprise PME, il ne m'écoutera pas. Est-ce que c'est pour ça que j'attends que je ne fais pas? Non, je vais faire, je vais le laisser de côté. Petit à petit, c'est vous les consommateurs qui ferez la différence et qui l'obligerez à venir. On est d'accord. Merci beaucoup. Excellent. En particulier assez spécifique et précise sur la zone de libre-échange continentale. Et on pourra éventuellement poursuivre le débat pendant la pause déjeuner. Les réserves du Nigeria, il faut comprendre que c'est un pays qui est assez complexe du point de vue de son économie politique. Déjà, la zone de libre-échange continentale, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 44 pays qui ont signé en mars de cette année 2018. Aujourd'hui, il y a 51 pays. Donc, il y a quelques pays qui ont rejoint les signataires. Il faut 22 ratifications pour que l'accord entre en vigueur. Il y en a 10 à peu près. Soit dit en passant, le Sénégal n'a pas encore ratifié. Pour un pays qui dit croire à l'intégration régionale, on attend encore qu'il pose des actes extrêmement forts de ce point de vue-là. Alors, le Nigeria a presque dirigé l'équipe de négociation de la zone de libre-échange jusqu'à la veille de la signature. Et c'est au moment où le président quittait Abuja pour aller signer justement qu'il y a eu des problèmes internes du fait de la posture du secteur privé. C'est un secteur privé extrêmement fort qui ne s'était pas senti impliqué dans le processus de négociation parce que justement l'État doit aussi écouter son secteur privé. Quand le privé nigérian a dit « vous allez ouvrir le marché africain, c'est vrai, mais vous ouvrez aussi le marché du Nigeria à d'autres pays », est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons été préparés? Est-ce que l'État a mis en place des mesures d'incitation, de protection également? Ce n'était pas le cas. Et ils ont tapé sur la table, le président a reculé pour des raisons politiques. Parce qu'on est en année préélectorale, hein, l'année prochaine le président passe, il est déjà en campagne. Il ne veut pas se mettre à dos le secteur privé nigérian qui est très très fort. Donc il a dû trouver une parade politique pour renvoyer les choses à plus tard. Mais probablement que d'après ce qu'on en sait, une fois qu'il sera réélu, je crois qu'il ira assez vite pour rejoindre la zone de libre-échange continentale parce qu'il sait que c'est une zone extrêmement importante pour le Nigeria. Pourquoi nous ne voulons pas de la zone et de l'accord de partenariat économique en même temps? Parce qu'il y a un conflit, il y a une contradiction à avoir les deux. Ceux qui me connaissent savent le rôle que j'ai joué pour m'opposer à l'APE. Et je n'ai pas changé de posture. Je l'ai dit hier, c'est ce que je continue de dire. L'accord de partenariat économique est une hérésie. On a parlé du modèle colonial et post-colonial. Mais l'accord de partenariat économique a pour vocation ou ambition de reproduire le modèle post-colonial. C'est-à-dire vous exportez vos matières premières, on les transforme en Europe ou ailleurs, on les ramène chez vous, etc., et ça vient peut-être tuer la petite et moyenne industrie locale. Donc nous nous sommes opposés à cet accord. Nous avons eu beaucoup de réussite. L'accord n'est signé par aucune région africaine. Il n'est mis en œuvre nulle part en Afrique. En Afrique de l'Ouest, 13 pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ont des accords intérimaires qu'ils n'ont pas mis en œuvre. Parce que le mettre en œuvre signifierait de faire reculer le processus d'intégration. Donc, ils ont mis la pédale douce, justement, sur les conseils d'un certain nombre de gens qui se sont opposés à cet accord. Alors, ce qu'il y a, c'est que, d'après les analyses que nous avons faites nous-mêmes, mais aussi ce que la Commission économique pour l'Afrique a fait, c'est de dire que si on met en œuvre l'accord de partenariat économique, nous pouvons dire au revoir à notre zone de libre-échange continentale parce que les deux ne peuvent pas exister concomitamment. Il nous fallait choisir.
où l'Afrique choisit son tête-à-tête bilatéral avec l'Union européenne qui ne lui a pas beaucoup servi du point de vue de la transformation des matières premières. Je ne dis pas que tout dans ce partenariat avec l'Europe a été mauvais, loin de là. Il y a eu de très très formidables réussites, mais dans le modèle de transformation que nous avons voulu, il nous fallait laisser tomber l'accord de partenariat pour aller vers la zone de libre-échange continentale. Et c'est le choix qui est en train d'être fait par les pays africains, c'est de promouvoir la zone de libre-échange. Sur les chaînes de valeur, et c'est ça, ça m'amène sur le rôle de l'État. Évidemment, je suis absolument d'accord avec ce qu'Aïssatou a dit. L'État, on n'attend pas de l'État de créer 2 ou 3 emplois sur le terrain, mais c'est de mettre en place le cadre, les politiques. Parce que la vision, on la décline à partir de politiques sectorielles. Qu'est-ce que l'Éthiopie a fait? L'Éthiopie, comme nous, comme d'autres, exportait le cuir, parce qu'ils font, c'est le plus grand producteur africain de bétail et autres, le cheptel éthiopien. On exportait le cuir en Chine, en peau, tanné juste, ou bien même non tanné, etc. Où c'était fait en Chine, les chaussures étaient fabriquées en Chine, les ceintures, les sacs et autres, et réexportés partout dans le monde. Alors là, l'Éthiopie a changé ses politiques, a mis en place de nouvelles mesures de taxes à l'exportation, même de bannissement d'exportation dans un certain nombre et d'imposition de transformation locale. Qu'est-ce que les Chinois ont fait? Lorsqu'ils ont vu que la peau n'arrivait plus chez eux, ils sont venus se délocaliser en Chine, en Éthiopie. Aujourd'hui, l'Éthiopie exporte sur le marché mondial avec des milliers d'emplois dans la filière peau, cuir, chaussures, ceinturières. Ils ont fait la même chose sur le textile. Ils rendent un peu plus difficile l'exportation de coton brut. Les unités au niveau mondial viennent s'installer en Éthiopie. Et aujourd'hui, H&M, que vous connaissez probablement de textile, parmi leurs plus grandes usines, il y en a qui se trouvent en Éthiopie. Et il y a un certain nombre de pays africains qui commencent à mettre en place de telles politiques. Au Sénégal, peut-être la bonne réussite, mais qui n'est pas forcément légale, mais où on encourage l'État à continuer, c'est sur la filière volaille. En 2005, lorsqu'il y a eu la grippe aviaire, l'État a fermé en disant, etc., ce que tout le monde a fait, ce qui était normal, pour des raisons sanitaires. Mais l'État du Sénégal, après, a oublié le dossier dans le tiroir, il n'a jamais réouvert. Hein? Il n'y a plus de grippe aviaire, mais toujours le bannissement ou les interdictions d'importation existent. Qu'est-ce que ça a eu comme effet positif sur la filière volaille? En 2005, on avait 3 millions d'unités. Aujourd'hui, on a plus de 30 millions d'unités. Et vous avez vu les Babacar Ngom émerger et un certain nombre de choses. Et la filière s'est structurée. Et la chaîne de valeur devrait se développer prochainement pour aller du poussin jusqu'à l'assiette, hein, avec des groupes qui viendront s'installer, etc., etc. Et vous pouvez le démultiplier sur une panoplie d'autres filières, justement pour soutenir la production locale par des politiques. L'État a un rôle, certainement, ce n'est pas les petites choses que Aïssatou peut faire. L'État, ce qu'il n'a pas fait malheureusement jusqu'ici et où on l'attend, c'est de mettre en place le cadre incitatif, de mettre les accords appropriés pour ouvrir les marchés. Et lorsqu'on voit que le Vietnam, un seul pays, je reviens à lui, exporte sur le marché mondial plus que toute l'Afrique subsaharienne réunie, on se rend compte que quand l'État fonctionne, les choses marchent. Quand l'État ne joue pas son rôle, le secteur privé, certes, il réussit à se débrouiller, mais il n'atteint pas l'échelle qu'il aurait pu atteindre, surtout au niveau des exportations au niveau mondial. Je vous remercie. Seulement 2 introducteurs, mais le débat était tellement essentiel. Je pense qu'il vous a mis en appétit pour lire ça. Je pense qu'il faut le lire. J'ai bien aimé ce que disait la personne. Voilà, je vous vois qu'il est très important de faire l'effort. Vous voyez que tout est lié. C'est ça qu'on a essayé de vous faire percevoir. Toutes les sessions sont liées. Donc faire l'effort de lire. Vous verrez que chacun des choix qui ont été là sont explicités. Et je vous dirais, si je peux me permettre, tout ce que vous avez fait comme observation, etc., va être analysé, et on va aussi l'intégrer dans nos processus, toutes ces valeurs ajoutées. Mais là où je voudrais conclure là-dessus, c'est que nous, on fait notre travail comme on peut. Vous voyez, je crois que les témoignages des personnes que vous avez vues ici étaient des témoignages de gens qui consacrent leur temps. On n'est pas ni de fonctionnaires, c'est bon. Et donc, ce qu'on attendrait de vous, si vous êtes convaincus, si vous lisez, c'est de garder ce contact avec nous et en même temps, peut-être, justement, d'utiliser vos moyens de communication pour diffuser. Parce que passer
Vous avez vu les obstacles à passer à ce nouveau modèle. Des obstacles au niveau de changement d'habitude, des obstacles au niveau de changement d'intérêt, parce qu'il y a des gens qui ont intérêt plutôt dans la rente, si je puis dire, que dans le nouveau développement de l'entreprise. Changement de tropisme, seulement son pays, par rapport à faire de la région une vraie force. Et c'est ça notre objectif, mais c'est ça l'espoir. C'est un processus, je pense qu'il est réaliste, et c'est ça la vision qui peut répondre à la hauteur des défis qu'on a posés dans cette session. Je vous remercie et je laisse la parole au général, que je me permets de remercier très fort aussi, parce que si on est là dans cette salle, c'est grâce à lui. Voilà. Boré, ce que certains panels, surtout le dernier panel a dit, et l'avant-dernier aussi, à titre d'exemple, je retourne sur mes copies d'il y a 3 ans à propos de l'éducation nationale. Je faisais une conférence sur la formation professionnelle. Vous savez, l'armée forme des professionnels, libère des gens avec ce qu'on appelle la formation, qualification pour emploi. C'est-à-dire ils sont chauffeurs, on les entraîne avant de les laisser. Bon. Je disais, les constats qu'on faisait à cette époque, les constats indiquent que seuls 10 pays sur les 53 à l'époque de l'Afrique ont pu réaliser la scolarisation universelle de tous leurs enfants dans les primaires. Seuls 10 pays. 22 pays africains n'atteindront pas cet objectif en 2015. Une année avant, c'était 2014 ça. Moins de 30% des élèves ayant effectué le cycle primaire passent au secondaire. Et seuls 15% passent du secondaire au supérieur. Ça concerne l'ensemble de l'Afrique. Donc vous voyez que le Sénégal n'est pas en retard. Et un autre constat, 70% de la population africaine est jeune, ça tout le monde le sait, de 16 à 35 ans, etc. Mais ne constitue que 25% de la population active. C'est la bombe en veilleuse, on l'appelait, et au Nigeria, on les appelle les Young Hungry Africans. Les Africains jeunes et mécontents. Et aux États-Unis, on les appelle les Youth Belges. Les États-Unis cherchent toujours la classe moyenne. Maintenant, en ce qui concerne l'emploi, constat encore, le secteur industriel chute depuis des années en Afrique, pas au Sénégal seulement. Les hommes sont formés, alors écoutez bien, mais les usines n'existent pas. D'un côté, on avance que les personnels formés seront plus nombreux si l'industrie est développée, et de l'autre côté, on dit l'industrie attend qu'il y ait beaucoup de personnes ayant subi la formation professionnelle pour se développer. Donc, il y a une contradiction. Et chacun attend l'autre dans un cercle vicieux que les Américains appellent le catch-22. Catch-22, certains le savent. Bon, ça, c'est ces deux choses-là. Maintenant, le cas concret, l'application. Dieu est là. Ah bon. L'application de tout ça, je donne 3 cas concrets que je connais. J'ai dirigé l'école polytechnique de Thiès pendant 3 ans, avant qu'on m'affecte à Dakar pour la sécurité publique. Et les élèves de l'école polytechnique font des projets pour avoir le diplôme. Se regroupent en 4, dirigés par un Canadien, un professeur canadien. Il y avait peu de professeurs sénégalais. Il y avait le ministre Tau était là-bas, et puis le mathématicien. Hein? Non. Il est retraité. Depuis, il a même créé une université là. Voilà. Et d'autres. J'ai dit, il faut faire des choses qui sont intéressantes pour l'Afrique, pour le Sénégal. Pas un projet comme ça, bon, le truc sur la neige et tout ça, ça ne nous intéresse pas. Mais des projets concrets que les Sénégalais peuvent bénéficier des résultats de ces projets, de cette recherche. On a fait le dessalement de l'eau de mer avec des Canadiens, des professeurs canadiens, avec tout le matériel, dessalement de l'eau de mer. On a dit si on met 1 kilomètre de cellules solaires en face de l'université, on produit de l'eau propre, de l'eau potable pour tout le plateau. Le plateau, c'est ce qui va de Malick Sy, Corniche, jusqu'à Gorée, jusqu'au port, jusqu'à la Corniche Est. Cette population, on peut fournir l'eau gratuitement. Et
Ça, on l'a fait. On a fait l'emploi du géobéton. C'est-à-dire pour faire les constructions, on emploie peu de ciment et on emploie la latérite. La latérite est partout au Sénégal. Et on l'a fait, et le professeur qui l'a fait, lui, il n'était pas élève, mais il était professeur, directeur du génie civil. Il s'appelle Jack. Après, il était là, BASH, etc. Et il est là, Jack, c'est un grand professeur. Et j'ai dit, il faut construire, moi, je veux voir. On a construit une maison à l'école, à côté de l'infirmerie. Il a choisi le style pharaonique, où il n'y a pas de climatiseur et tout, rien, mais il a fait de sorte que l'air rentre, la lumière rentre. Et le bâtiment est là-bas. On l'a montré au président Diouf en 86, quand il est venu fêter le 10e anniversaire. Ce même Jack a fait une pompe à main pour les femmes, vraiment fait une petite comme ça, et l'eau sort. On l'a installé dans les champs de Serigne Mansour, on l'a installé à l'école, on l'a installé, je ne sais pas où, vers Kédougou, et ça fonctionne. Jack a eu le brevet pour cette pompe-là. La quatrième, c'est la transformation des ordures. Alors, la SIAS, à l'époque, m'a mené chaque 15 jours des ordures sélectionnées. Et puis, l'équipe qui travaillait sur ça prélève et travaille sur ça toute une année. Et à la fin, on a sorti des ordures, des briquettes de charbon. Et l'élève qui faisait ça, c'est Baye Sambalo. Après, la SIAS l'a embauché. Et il est maintenant à Pix. Voilà, Baye Sambalo. Il a le brevet. Ils ont perdu le brevet parce que ça dure 20 ans. Ça, c'est 86. Donc, ils ont perdu le brevet. Oui, ils ont perdu tous les deux le brevet. Mais pour vous dire que ça existe. Mais pourquoi ça n'a pas été exploité? On a même fait à Mako. Maintenant, il y a un pont. Avant, c'était un bac. Moi, quand j'étais jeune lieutenant, je suis passé là-bas. Mais le bac, la chaîne se casse et le bac va vers la Gambie. Sur le fleuve Gambie, ça va. Il y a un pont maintenant. Mais avant, on a mis une route Barlow dans l'eau qui alimente en courant électrique le village de Mako. Mais la Sénélec a dit, vous n'avez pas le droit de commercialiser le truc, vous n'avez pas le droit de fournir du courant électrique, c'est nous qui fournissons partie. Mais les gosses ont leur brevet et ont leur diplôme sur cette base-là. Les transformations des ordures, on a été dans toutes les sociétés. Il y avait sur la route de Rufisque, il y avait plein de sociétés. On les a abordées, on a montré le projet pour transformer un peu, faire une chaîne de fabrication de ça. Mais on ne nous dit pas, mais nous on sait. Les producteurs de gaz, ça ne les intéresse pas. Toutes les stations d'essence vendent des gaz, ça ne les intéresse pas. Ceux qui abattent les arbres pour faire du charbon, ça ne les intéresse pas. Et ceux-là, leur lobby est plus costaud qu'on le pense. Ils sont extrêmement riches. Ce n'est pas des Sénégalais d'ailleurs. Et ça aussi, tout a été bloqué et rien n'a été fait. Ça, c'est 86. Jusqu'à il y a 2 ans, mon fils vient du Canada avec des Canadiens qui voulaient faire quelque chose. Ils dînent chez moi, je leur parle de ça, comme je vous ai parlé. Ils ont laissé leur projet, ils sont retournés, ils ont fait le géobéton. Ils ont fait la transformation des ordures. J'ai dit, faites pas Dakar, vous ne pouvez pas gérer, mettez à dimension humaine. Ils ont fait à Nguéro, et ça marche. Le projet, c'est que maintenant, ils vont acheter les ordures. Les femmes vont vendre leurs ordures. Ensuite, maintenant, ils transforment en GIE de femmes et de jeunes. Le maire était aux États-Unis, il est venu candidat libre, indépendant, là, et hop, il a gagné la mairie. Et ils l'ont installé, c'est des Chinois qui ont fabriqué l'usine en Chine, et c'est arrivé ici. Un Canadien a mis l'argent sur la table et ils ont fabriqué. Mais à l'échelle de Dakar, par exemple, tu te poses la question, où est-ce qu'ils vont prendre les ordures? Mais Nguéro, ils prennent à Thiès, ils prennent à Kaolack, ils prennent à Mbour, Mbebes, personne ne peut finir Mbebes. Mbebes, là, personne. Tu ne peux pas finir les ordures de Mbebes. Et depuis 90, 94, on va créer l'usine de transformation des ordures à Dakar. Mais bon, ça ne marche pas encore pour le moment. Donc, oui, et Baye Sambolo aussi a eu le brevet d'invention et il l'a perdu il y a 2 ans. Voilà, il y a toujours des contraintes qui font que les projets sont bloqués et on ne sait pas pourquoi. Nous, on gratte pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. On dit, ah bon, on ne se mêle pas. Nous, on fait ça pour le diplôme de l'enfant. Le gosse, l'étudiant a eu son diplôme, c'est terminé. Maintenant, les problèmes compliqués là,
on ne rentre pas là-dedans, c'est trop fort pour la tête des militaires. Voilà, on ne comprend pas ça. Voilà un peu des cas concrets, vraiment pour voir ce que les gens ont dit là. Et je pense que c'est très, très important. Oui, tu prends la parole? Oui, juste pour dire que ce que tu dis montre que les habitudes n'ont pas tellement changé. Parce que Aïssatou part aujourd'hui, et donc on voit vraiment que l'État, évidemment, il est absolument nécessaire, et c'est l'idéal, mais il ne faut pas attendre trop de lui, que c'est lui qui va changer le modèle. Le modèle, c'est vous qui allez le changer, et l'État, après, va se mettre dans le mouvement. Et donc, si je puis dire, c'est vraiment à vous de faire. Et c'est ça la citoyenneté, c'est vous qui avez le pouvoir. Qui est-ce qui vote? C'est vous. Là, on est un petit groupe, mais avec vos réseaux, vous pouvez prendre sur le site plein d'informations qu'on a, vous pouvez diffuser si vous êtes convaincu. Bon, je veux dire, voilà, je ne vois pas d'autres solutions, si je puis dire aussi, dans notre intérêt global à tous. Voilà. Donc c'est ça un peu mon dernier message. Et je remercie vraiment tout le monde. C'est peut-être pas à moi de le dire, mais je me permets de me tourner vers toi et en disant que voilà, tous les projets que tu avais subis, maintenant, ils vont se faire. Voilà, et le dernier mot, c'est bon appétit. Voilà, donc la séance est levée. Merci beaucoup.